Est-ce que Emmanuel Macron est le Messie? Est-ce qu'on peut encore soutenir Emmanuel Macron quand on est jeune? On se pose cette question avec notre invité Nicolas Maramotti. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup autour des macronistes et de Macron, c'est cette question d'optimisme, de bienveillance, d'optimisme, c'est de voir la vie de façon positive, c'est de se dire bon on peut changer, on peut prendre nos vies en main et que voilà, c'est peut-être quelque chose dans laquelle on peut se lancer. Non, c'est pas facile, hein. Nicolas Maramotti, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Alors, tu vas te présenter, Nicolas, mais tu m'as dit que tu avais 27 ans, donc tu fais partie du public jeune. Exactement, on est dans le thème. Tu m'as aussi dit que tu étais né en Ukraine, ce que je trouve assez pertinent étant donné cette année un peu folle en 2022. Est-ce que tu as gardé des liens particuliers avec l'Ukraine, dis-moi? Alors c'est des liens un peu particuliers puisque je suis né en Ukraine, donc je suis né en 94 en Ukraine, et j'ai été adopté donc par des parents français, et je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Donc j'ai gardé un lien d'histoire personnelle parce que je suis né là-bas et que j'ai passé le début de ma vie, mais j'ai pas de lien particulier avec des personnes sur place. Donc voilà, depuis les événements en Ukraine, je regarde ça de façon très intéressée parce que j'y suis allé plusieurs fois, je suis déjà allé à Kiev, donc ouais, c'est quelque chose que je suis, mais j'ai pas de lien à proprement parler là-bas. Donc Nicolas, si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ces jeunes investis dans la politique des partis, donc avec les jeunes, avec Macron. On va y arriver, ne t'inquiète pas. Mais donc une des questions qu'on essaie de poser ici, c'est vraiment est-ce que ça sert encore à quelque chose vraiment pour les jeunes de s'engager en politique? Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours politique? Est-ce que tu as toujours baigné dans ça, dans ta famille? Alors non, je n'ai pas baigné dans ça. On a eu des discussions en famille le dimanche sur des questions politiques, mais c'était pas quelque chose de très prégnant dans ma famille. C'est arrivé un peu tard. Je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais être utile à faire quelque chose dans ma vie. Et quand je regardais, souvent on regardait sur les émissions politiques ou souvent pendant les élections présidentielles, on se demandait qu'est-ce qui va être président. Donc on regardait ça de façon un peu intéressée. Et il y a quelque chose qui m'a toujours énervé en regardant tout ça, c'était le jeu politique, le théâtre, en me disant mais c'est toujours voilà, dès que quelqu'un de gauche parle, la droite réagit en disant c'est forcément mauvais et vice versa. Et je me suis toujours dit mais bon sang, pourquoi ils se mettent pas d'accord ensemble pour faire des politiques communes et voilà, il y a des choses ensemble sur lesquelles ils peuvent travailler. Et j'ai toujours gardé ça en tête assez tôt au lycée, etc. Et quand je suis arrivé sur Paris, bon forcément, je viens de Montpellier, donc il y a moins de rapport à la politique propre comparé lorsqu'on est à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris après mon bac, j'ai commencé à m'engager dans de l'associatif. Et puis donc je suis arrivé en 2012, donc bien avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et je me suis engagé dans l'associatif. C'était pas proprement politique dans le sens partisan, mais politique dans le sens je me suis engagé dans une association. Et quand 2016 est arrivé, Emmanuel Macron s'est présenté. Bon, le premier truc qui m'a parlé tout de suite, c'est quand il a dit bon, on va réunir la gauche et la droite. Bon, c'est quelque chose qui m'a parlé au-delà des propositions qui sont arrivées après. Dans le discours, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et forcément, ça m'a attiré en tout cas l'œil. Et puis ça m'a dit tiens, je vais regarder ce qui se passe. Donc ça a commencé comme ça. Oui. Et donc tu as eu un parcours vers la politique au travers de l'associatif ou de l'engagement citoyen. Comme je pense, il y a beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui qui sont impliqués dans la société. Bon, ça aboutit pas forcément à un engagement politique, mais c'est intéressant que ce soit ton chemin à toi. Je me demande, est-ce que dans ton engagement, tu as toujours été constant, tu as toujours su un petit peu ta vision politique, ou est-ce que ça a changé, tu as été moins engagé, peut-être parfois dégoûté, je sais pas, comment ça a été pour toi? Je pense que je me suis jamais défini comme de droite ou de gauche. Je pense que j'étais plus tendance de gauche parce que les questions sociales, les questions d'égalité, tout ça, c'est des choses qui me parlaient. Mais je me suis pas dit t'es quelqu'un de gauche, tu vas toujours voter à gauche, etc. Mon premier vote, ça a été pour François Hollande.
Mais j'avais toujours ce fond de se dire, bon, je pense qu'il y a quelque chose... J'étais de gauche, mais plutôt tendance centriste, quoi. De me dire, j'ai toujours eu ce côté-là, de me dire, bon, il faut qu'ils se rassemblent, quoi. Il faut qu'ils fassent un truc. Mon engagement politique est arrivé un peu tard. C'était pas quelque chose d'inné, c'était plus par curiosité au début. J'ai assez vite compris que l'engagement associatif avait quelque chose d'innément politique, dans le sens on fait quelque chose pour la cité, pour les autres. Donc là-dedans, je me suis retrouvé. Est-ce que ça a toujours été constant ou est-ce qu'il y a eu des retournements, du dégoût peut-être? Parce que je sais que ça arrive. Non, je me suis dit que je prendrais jamais ma carte dans un parti parce que c'était quelque chose qui était trop théâtral. Alors on prend sa carte, après on va tracter sur le marché, après on y reste quelques années, on va à des réunions publiques, on attend et puis on espère d'être sur une liste un jour pour être candidat au municipal, puis au départemental, puis après on augmente. Moi c'était un peu l'image que j'avais, c'était un peu comme ça que fonctionnait la politique à ce moment-là. J'ai jamais eu d'envie particulière d'être élu ou de voilà, donc ça c'était pas forcément une envie particulière, donc j'étais un peu détaché par rapport à ça. Ce qui m'a intéressé dans le discours d'Emmanuel Macron dès le début, c'était de dire chacun peut prendre sa place et qu'on n'est pas forcément obligé d'être un vieux de 40 ans qui a fait tout son parcours initiatique politique pour arriver à se présenter face aux citoyens. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui m'a parlé. Donc c'était pas quelque chose de... Ça a été constant dans le sens, j'ai retrouvé des objectifs, des idéaux qui étaient en moi depuis longtemps. Est-ce que j'étais dégoûté? Je dirais pas dégoûté, c'est un mot trop fort. Je pense qu'il y a eu quelques désillusions, pas forcément dans mon engagement aujourd'hui, mais dans le jeu politique depuis qu'on voit depuis quelques années, et puis depuis des dizaines d'années. Et là-dessus, oui, je pense qu'on a tous une désillusion, mais comme citoyen, jeune ou pas jeune. Oui. Oui, donc Nicolas, tu as évoqué un peu tes idéaux, tu as aussi évoqué un peu les raisons pour lesquelles tu étais peut-être un peu de gauche, que tu te préoccupais sur des questions d'égalité sociale, de discrimination, etc. Donc on voulait te demander qu'est-ce qui va mal d'après toi dans notre monde, dans notre société, de manière plus précise? C'est une sacrée question. Qu'est-ce qui va mal dans notre monde de façon précise? Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont constitutifs au XXIe siècle, sans prendre de grands mots, hein, mais la première, ce serait qu'on a une mondialisation, le fait que tout ce qu'on consomme vient de partout dans le monde et que donc le marché, ce qu'on appelle le marché, est prédominant beaucoup sur nos vies. Et depuis quelques années, on a cru, peut-être que c'est pas vrai ou encore c'est le cas, on se pose la question de savoir si le marché a supplanté le politique, a supplanté la décision de régir une société, et plutôt que ce soit des personnalités publiques avec leurs décisions politiques, ce soit plutôt le marché et le fait de consommer. Je pense que ça, c'est un travers parce que ça met en évidence des inégalités entre ceux qui peuvent participer à ce marché-là et ceux qui ne le peuvent pas. Et derrière ça, les inégalités de destin, de vie, le fait d'être né dans un endroit, d'être né dans une bonne famille, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est une des problématiques qu'on vit encore aujourd'hui et c'est un peu en tout cas par rapport à ici en France, une des immenses problématiques qu'il va falloir prendre en compte parce que plus les années passent et plus cela devient criant. Donc, si je comprends bien, pour toi, les inégalités, l'omniprésence du marché, la force des forces du marché font partie d'un des problèmes les plus importants qu'on a. Et donc la politique, elle aide à répondre à ces problèmes-là, peut-être en essayant de rééquilibrer les choses. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est ça. Par exemple, les sujets d'école sont très importants pour permettre quand on est dans un endroit, moi je suis né à Montpellier, la première chose que mes parents ont faite pour que j'ai un avenir, entre guillemets, c'était de me dire, il va falloir que tu fasses allemand, il va falloir que tu fasses latin, que tu sois pour être dans de bonnes classes. Et puis après, au lycée, le lycée où tu devrais aller avec
que la carte scolaire est pas forcément terrible, tu devrais peut-être prendre l'option, telle option. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai été dans de très bonnes classes et ça m'a permis ensuite d'avoir un parcours qui n'aurait pas été celui de, par exemple, si j'avais fait, je sais pas, espagnol et si j'avais été dans un lycée classique comme j'aurais dû. Donc voyant ça, forcément on se dit que le parcours de chacun en étant tout jeune et de là où il vit et des choix que ses parents font ont évidemment sont déterminants pour son avenir. Et donc là, forcément, il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton héritage familial, je me demande, qui a construit ces valeurs, puisque tu parles de l'égalité et puis de devoir travailler pour réussir. C'est évidemment des valeurs qu'on retrouve aussi dans le discours politique du parti d'Emmanuel Macron et d'Emmanuel Macron lui-même. Mais plus personnellement, ou de ton héritage à toi, d'où viennent ces valeurs d'après toi ? Je pense que je l'ai compris un peu plus tard, mais c'est le fait d'être adopté y a joué, parce que mes parents m'ont toujours dit, on t'a donné une nouvelle chance, parce que j'aurais eu une vie complètement différente si j'étais resté en Ukraine. Le fait d'être arrivé en France, ça m'a déjà donné d'autres objectifs de vie, etc. Et mes parents m'ont toujours dit, on t'a donné une première chance, une nouvelle chance, et on va tout faire pour que tu réussisses ta vie. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont toujours dit, tu n'es pas à nous, puisque à proprement parler, j'étais pas à eux, j'étais pas né de leur amour. Donc du coup, il y avait déjà un lien qui était un peu différent. Ils m'ont dit, on va tout faire en sorte pour que tu réussisses et que tu vives ta vie. Et donc ça, c'était intéressant parce que c'était une question aussi d'émancipation, de construire ta vie, etc. Donc on va te donner toutes les chances pour que tu y arrives. Et cette question d'émancipation, je trouvais très intéressante. Et moi, ce que je peux entendre dans le discours d'Emmanuel Macron en 2017, mais aujourd'hui, et ce qu'il a souvent dit, c'est d'émanciper les gens, de les décloisonner de leurs cases et de leur donner la chance de pouvoir s'émanciper, de vivre leur vie et au moins de leur permettre d'avoir toutes les opportunités. Donc c'est là où le lien qu'on peut faire entre ma vie personnelle et ensuite mon engagement politique avec Emmanuel Macron. Oui, donc Nicolas, tu nous as aussi partagé avant l'émission, tu nous as un peu parlé de ton héritage protestant. On se demande aussi si ça avait joué un rôle dans tes valeurs politiques ou dans ton engagement politique. Je pense pas. Mais je pense que c'est lié à ma personne. Donc j'ai eu toute une éducation protestante, en ayant fait l'école biblique, etc. Donc forcément, c'est dans mon identité, donc ça joue. Mais en tout cas, ce qu'on peut y retrouver, je pense que cette question d'émancipation est importante dans les valeurs protestantes. Bon, ça se discute, mais je pense que la question de la méritocratie fait aussi partie de ces valeurs-là. De se dire que chacun a ses chances et qu'à partir du moment où la personne travaille et se donne les moyens, et ben elle peut arriver à tout ce qu'elle peut. Et en tout cas, le fait de pouvoir donner ses chances, avec évidemment les questions de solidarité qui vont ensemble. Hein, mais voilà. Après moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les questions, dans mon identité protestante, c'est la question de communauté. Le fait que quand bien même on puisse donner la chance à chacun de s'émanciper, il y avait une question communautaire, que ce soit familiale, religieuse, ou en tout cas dans un groupe, qui nous permet aussi de nous aider. Et voilà, c'est un peu comme ça que je vis mon identité protestante, de se dire, au-delà de la foi, il y a une question de communautaire, pas communautaire dans le sens on ne vit qu'entre soi, mais dans le sens on sait qu'on peut compter sur d'autres personnes autres que sa famille. Et ça, c'est un élément important dans sa vie, aussi pour se construire. Oui, donc dans la politique et aussi, si je peux le résumer ainsi, dans la politique et aussi dans la vie personnelle, nous avons des valeurs à la fois d'indépendance, d'émancipation, mais aussi un besoin et aussi une valeur de communauté et d'ancrage. Et il faut en quelque sorte trouver à réconcilier les deux parfois. Oui, c'est ça. Après, je sais pas si le fait d'être en politique, ce soit le même rapport à la communauté, puisque c'est un monde un peu particulier où
il y a moins cette ambiance de compagnonnage, on va dire. Donc souvent les gens se tirent un peu dessus. Il y a un peu une sorte de guerre à l'intérieur pour avoir les bonnes places. Donc je suis pas sûr que ce lien communautaire de famille s'y retrouve. Mais en tout cas, ce qu'on y retrouve, c'est cette envie d'œuvrer pour les autres. Donc peut-être moins à l'intérieur de la communauté politique, mais à l'intérieur de la communauté nationale. Ouais. Donc ouais, c'est un élément qu'on peut retrouver là-dedans. Super, merci. Alors, Nicolas, ton parcours, il est marqué, on l'a entendu, par un engagement associatif, par un héritage et des valeurs qui viennent de ta famille, mais il est aussi marqué par un engagement à l'extérieur des frontières de la France. J'ai appris que tu avais fait partie de l'OFAGE. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Et raconte-nous ce que ça veut dire dans ta vie. Alors, l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ok. Alors, pour revenir, en fait, moi, le lien franco-allemand est arrivé très tôt quand mes parents ont décidé que j'allais faire de l'allemand pour être dans les bonnes classes, du coup. Donc j'ai fait de l'allemand très tôt, donc c'était des classes bilingues, etc. Au lycée, pour être dans le bon lycée, dans les bonnes classes, j'ai fait quelque chose qui s'appelle l'ABIBAC. C'est le baccalauréat français et le baccalauréat allemand. Donc on avait des cours d'allemand, en histoire, en français, des cours d'allemand, etc. Donc on avait 11 heures d'allemand par semaine. Donc c'est censé être des formations un peu, j'aime pas ce mot, mais élitistes, où on a les très bons élèves qui font de l'allemand, ils se retrouvent ensemble et ensuite ils passent de bac en même temps. Ich schließe darauf, dass du Deutsch sprichst. Ja, genau. Okay. Je sais pas si on veut continuer en allemand, mais... Oui, parce que je ne parle pas allemand. Désolé, ok, très bien. Mais du coup, ouais, j'ai passé mon baccalauréat français et mon baccalauréat allemand. Et je me suis dit, bon, très bien, t'as tes 2 bacs, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc je me suis dit, et donc dans ce cadre-là, on est obligé de faire un échange scolaire. Alors les personnes qui font allemand connaissent ça très bien. Donc il y a un programme Brigitte Sauzet ou un programme Voltaire, c'est des échanges de 2 à 6 mois. Que souvent les personnes qui font allemand font ça au lycée. Donc moi j'ai fait un échange de 6 mois, un peu plus long, donc le programme Voltaire. Et ça, c'est des programmes que propose l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour les personnes qui étudient l'allemand dans les classes. Donc ça a été mon premier rapport avec cet organisme-là, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et ensuite, en arrivant sur Paris, je me suis dit, avec tout ce package, avec toute cette histoire franco-allemande, je me suis dit, bon, bah, ça peut être intéressant de continuer. Donc je suis allé dans une école de traduction-interprétariat en langue allemande, anglaise. Et je me suis engagé pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc, ils étaient en recherche, c'était la 3e promotion qui faisait ça, donc 3e année, où ils cherchaient des jeunes qui parlent français, qui parlent allemand, pour représenter l'organisation sur le terrain, donc dans chaque région. Et, comme un délégué un peu. Comme un délégué, ouais, un représentant de l'institution. Et donc, j'ai postulé et j'ai été, ils appellent ça les jeunes ambassadeurs. Donc j'étais jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse en Île-de-France. Et j'ai fait ça, donc c'est sur la durée d'1 an. Et donc j'ai fait ça 3 ans, 3 mandats d'1 an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on représentait l'organisation, donc on allait dans les classes présenter les programmes qu'ils faisaient. Donc c'est pas uniquement les échanges qu'on peut voir au collège, mais il y avait bon, je vais pas vendre l'institution, mais en tout cas c'est un rapprochement entre les 2 sociétés par la jeunesse, que ce soit les programmes culturels, de danse, etc. Donc il y a plein de programmes. Wow. Et donc l'objectif c'était de présenter ça à la jeunesse d'Île-de-France. Et en parallèle il y avait un petit côté politique, donc c'est là que ça a commencé, où on était invité à des événements plus politiques, à l'Assemblée nationale, ou à des rencontres franco-allemandes où il y avait souvent un ministre qui était invité, etc. Donc mon premier rapport politique il s'est fait là-dedans, où de me dire à travers les questions franco-allemandes, j'ai rencontré dans des événements le Premier ministre ou le ministre en charge des questions des affaires étrangères ou de la jeunesse. Et donc, ça a été mon tout premier rapport avec des hommes politiques. Ok. Et on voit dans cet engagement, cette implication, hein, un croisement entre ton histoire avec la politique, mais aussi les affaires européennes. Pour beaucoup de jeunes adultes, l'Union européenne, c'est les études à l'étranger, le voyage facile, ou alors le fait de pouvoir acheter facilement des marchandises qui viennent de l'étranger, hein, se faire livrer 2 jours plus tard quelque chose qu'on a acheté à l'autre bout du continent. Je réalise que aussi en termes de politique, quand on parle d'Europe, on parle de l'Union européenne, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quelque chose aussi, c'est une thématique très forte dans la pensée et l'action d'Emmanuel Macron. On dit d'ailleurs que c'est un de ses socles, en fait, depuis le départ.
Comment toi tu vois l'importance de l'Europe? Parce que pour beaucoup de gens en dehors des voyages et des études à l'étranger, voilà, c'est un petit peu abstrait. Oui, je pense que tu as tout à fait raison de dire que c'est un socle, parce que tout à l'heure je disais que mon engagement avec Emmanuel Macron s'est fait sur le fait de réunir la gauche et la droite, ce qui était assez ancré. Mais évidemment, le deuxième pilier, c'était les questions européennes. C'était, en tout cas en 2017, en plus, un des seuls candidats ouvertement européens, avec un peu moins les Verts, mais bon, il y avait quand même en fond, dans tous les candidats, une critique de l'Union européenne qui était bon à ce moment-là. Et le fait de retrouver un candidat qui disait ouvertement européen, qui parlait de souveraineté européenne, c'est quelque chose qui m'a parlé, et je trouvais ça évidemment intéressant. Les questions, en tout cas mon parcours européen, il s'est fait évidemment dans cet échange franco-allemand, où je me suis dit que finalement, deux pays si proches, qui avaient des valeurs équivalentes, à travers mon échange, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on avait aussi des différences, et que dans la manière, par exemple, de manger, d'être à table, dans la manière de rien que le système scolaire, etc., etc. Et donc ces différences-là, on se dit finalement, en étant deux peuples mitoyens avec tant de valeurs proches, on a des parcours, des systèmes différents. Le fait de toucher un peu à ça, de le vivre. Évidemment, ça m'a grandi, parce que quand j'avais 15 ans, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses que j'avais pas quand j'étais le petit étudiant à Montpellier qui est jamais sorti de son pays, quasiment. Donc évidemment, ça a permis une ouverture d'esprit, et quand je me suis engagé pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, je me suis dit, en fait, cette ouverture d'esprit-là, il faut la partager au plus grand nombre, parce que c'est incroyable. Le fait de parler une langue différente, déjà, c'est un apport incroyable. Et puis, de connaître une autre culture, quand bien même elle soit si proche, c'est évidemment un apport personnel qui est intéressant et qui peut nous servir dans toute la vie. Donc, mon ancrage européen, il a d'abord commencé par là. Et puis après, évidemment, les questions plus politiques sur les questions européennes, où je pense évidemment que la France tout seul aujourd'hui a moins de force et d'impact qu'en étant dans un ensemble qu'est l'Union européenne. Bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, donc en vue des événements actuels, bien sûr, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de personnes qui disent que cette guerre a suscité un éveil en quelque sorte, donc non seulement de l'OTAN, mais de l'Union européenne. Et on se demande aussi, donc pour toi, voilà, qui a vraiment connu les apports de cet échange, de cette culture multiple, de ces langues multiples. Quel avenir est-ce que tu vois à l'Europe? Je vois un avenir. Bon, là, actuellement, ce qui est intéressant, c'est. Je vais essayer de pas faire de politique trop, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment l'Union européenne a su se mobiliser d'abord par la crise sanitaire, ce qui était assez nouveau, en tout cas, je ne vais pas dire incroyable, mais nouveau. Et la réaction qu'on peut voir aujourd'hui sur la crise ukrainienne est aussi majeure et nouvelle, parce que c'est quelque chose, enfin tous les commentateurs le disent, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Et moi, ça me va très bien. Le fait de dire que les différents gouvernements peuvent travailler ensemble rapidement avec des impacts majeurs, des décisions politiques et économiques qui sont fortes, le fait que l'Union européenne se vive comme une puissance bientôt militaire, c'est aussi quelque chose de fort. Et puis ça nous rappelle aussi une chose, c'est que on l'oublie, mais quand on a la carte d'identité française, on est aussi citoyen européen. Et donc en fait, malgré nous, ça fait partie de notre identité. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose d'immuable, ça peut changer, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on oublie, et on le vit tellement facilement. On se dit, on va en Espagne, on va en Italie, on voyage partout sans frontières. C'est quelque chose de tellement facile aujourd'hui. Mais quand on dépasse le cadre européen, en fait, les gens se rendent compte que c'est incroyable, parce que d'un pays à l'autre, il y a encore des frontières, les facilités, les visas, etc. Il y a plein de choses comme ça qui font que notre vie facilitée en Europe, au-delà du fait que ça puisse être une puissance dans le monde, est une chance évidemment dans cette question du rapport à l'autre et la découverte à l'autre qui est facilitée, et le fait de se dire demain je peux travailler en Pologne
sans problématique. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. On avait envie de discuter de ce sujet, de ce personnage d'Emmanuel Macron, parce que surtout chez les jeunes, moi, la plupart de mes amis ont genre entre 24 et 30 ans. Donc, je parle de cette expérience-là que moi, je constate que Emmanuel Macron, il suscite il va susciter des réactions vraiment extrêmes. Chez beaucoup de personnes avec qui moi j'ai parlé, parfois je compare les réactions à Emmanuel Macron même aux réactions que des Américains de gauche, parce que moi je suis américaine, on entend peut-être avec mon accent, de la réaction que les Américains de gauche ont avec Donald Trump. Bien sûr que ce sont finalement deux personnages très différents. J'ai demandé un peu autour du moi des personnes, des jeunes, ce qu'ils pensent de Macron. En effet, j'ai eu des échos qui étaient plutôt pas très positifs. J'ai eu beaucoup de remarques comme c'est quelqu'un dont les nouvelles mesures va aggraver la situation sociale des plus précaires, que du coup c'est pas un président il n'y a aucune mesure forte contre les inégalités. Il y a aussi une remarque intéressante qui est venue sur le fait que lui, il gère la politique comme il gère une entreprise. Et on a vu des problèmes dans le monde que nous avons déjà évoqués. On se demande si c'est pertinent cette démarche-là d'essayer de régler ces problèmes politiques avec des solutions plutôt techniques. Alors c'est très vrai. Oui, Emmanuel Macron suscite des réactions assez vives, mais en même temps, je pense qu'il n'est pas le seul. Et ce qu'on peut voir à travers ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, que ce soit avec les Gilets jaunes, on a vu qu'il y a eu un ressentiment de colère, de détestation, mais vraiment très profond sur sa personnalité qui est en tout cas intéressante et qui interroge. Est-ce que si ça n'avait pas été lui, le sentiment de colère envers la stature présidentielle, que ce soit François Fillon à l'époque ou Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y aurait eu ces mêmes détestations ? Je ne sais pas, je pose la question. Une chose est sûre, c'est que le lien entre une partie de la population qui est importante envers son personnel politique, il y a un rapport de détestation assez puissant. C'est lié au fait, je pense qu'il y a plusieurs explications c'est très compliqué d'expliquer pourquoi, mais c'est lié au fait que pendant plusieurs décennies, les gens n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis et qu'il y a eu une sorte de désillusion et de fatigue. Les gens se disaient, si je vote, à quoi ça sert dans ma vie, rien ne change. Et parfois, ils ont vu leur vie devenir encore plus compliquée. Et je pense qu'il y a aussi une partie de le politique peut rien faire pour moi, je mène ma propre vie, je travaille, je m'occupe de mes enfants, c'est dur. Moi, je veux pas en entendre parler et il y a un rapport qui est compliqué. Je pense que la personnalité d'Emmanuel Macron, comme toutes les personnalités un peu fortes, exacerbe un peu tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui le détestent, il y en a d'autres qui peuvent l'adorer, l'aduler. Je pense pas faire partie de cette catégorie, mais j'essaye de prendre un peu de hauteur, mais oui, évidemment. Après, quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a aussi un rapport avec les jeunesses ou la personne qui disent « Ah non, moi jamais, c'est quelqu'un d'extrémiste » et il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la détestation, d'autres qui peuvent l'aduler. Donc je pense qu'il y a un rapport à des fortes personnalités comme ça qui sont un état de fait. Après,
la situation économique du pays joue, quand on voit des familles qui n'arrivent pas à arriver à la fin du mois, évidemment, si on prend le premier responsable qui est le chef de l'État, donc tout ça joue un rôle. Est-ce qu'on peut continuer à 5 ans comme ça de plus en vivant dans un pays qui va pas se taper dessus? Parce que c'est un peu ça la question, peut-être. Oui, oui. Ouais. Et on voit que de plus en plus, nous sommes dans une société, dans un pays qui se polarise, qui est en crise. Il y a une montée de fascisme, il y a une montée d'extrémisme. Donc voilà, il y a un constat d'une difficulté dans la population. Et la question, surtout pour les jeunes, c'est ok, l'avenir, il sera fait de quoi? Est-ce qu'on continue dans cette polarisation ou quelle est la solution pour pouvoir arriver à une meilleure harmonie ou à faire du collectif? Au fil de l'histoire, en France, si on pense juste après la Révolution française par exemple, il y a eu Napoléon qui a émergé, ou quand la France était déchirée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Charles de Gaulle qui a émergé, et on les a appelés des hommes providentiels. Donc c'était des personnes qui sont arrivées au moment, des figures de leaders fortes, qui ont su rassembler une population déchirée, pas d'accord, qui détestait un parti ou l'autre, et qui ont su mener la nation plus loin. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron est apparu en 2017, il avait un petit peu cet air certains ont dit messie, cet air messianique de voilà la personne qui dit je suis ni de gauche ni de droite, moi je veux rassembler les gens. Et pourtant voilà, quelques années plus tard, la tension est toujours là. Est-ce que tu espères et pourquoi, comment, voir quand même en Emmanuel Macron une sorte d'homme providentiel, ou pas peut-être que tu peux nuancer aussi cette idée. Comment est-ce que toi tu vois les choses? Parce que ça touche à une réalité que, voilà, en France, tout le monde peut ressentir. À première vue, je dirais que je crois pas forcément aux hommes et aux femmes providentielles. Donc, tu dirais on n'a pas besoin de sauveur politique. Non, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, il s'est vécu, lui, en tout cas son parcours présidentiel, il l'a dit, il a vécu comme un cheminement un peu messianique. Enfin, il y avait de cet ordre-là du spirituel, de je vais m'occuper de la France, etc. Je pense qu'il a très bien compris quelque chose, c'est que il y avait des choses à réformer, et il était intimement persuadé, lui, que c'était le seul capable de le faire. Donc il y a un rapport un peu, pas égocentrique, mais en tout cas il est très, très sûr de lui dans ce qu'il veut faire. Bon, évidemment, je partage le fait que les difficultés qu'on a aujourd'hui avec ce rapport compliqué avec la politique datent évidemment pas d'Emmanuel Macron, et que quand bien même sa personnalité soit clivante, je suis pas certain qu'on n'ait pas retrouvé les mêmes symptômes et les mêmes causes avec d'autres personnes. Donc en fait, il est là, c'est un peu le cours de l'histoire, et je pense qu'il va falloir faire avec, et que la question qu'on va se poser, c'est comment on en sort. Est-ce qu'on peut en sortir à court échéance ou pas? Je pense pas. Je pense que dans 5 ans, on sera à peu près dans la même situation, et que tout le rapport compliqué qu'on a eu avec nos politiques depuis 10-15 ans, ça se répare pas en 1 ou 2 mandatures. Je pense que sa mission à lui, ça va être de continuer un peu ce qu'il avait dit en 2017, c'était de se dire, je vais essayer de faire en sorte que les gens puissent mieux vivre, s'émanciper par le travail, et trouver de l'espace dans leur vie pour faire autre chose. Certes, on dit que le chômage a baissé, on dit aussi que la création d'entreprises a augmenté pendant son quinquennat. Mais justement, il y a une autre réalité qui se cache derrière ces chiffres. Que, du coup, le chômage a baissé en même temps de la création des emplois beaucoup plus précaires, des emplois de contrat court, des emplois qui justement ne permettraient pas peut-être
de vivre de manière sécure, de vivre pleinement de son travail. Et aussi, on a constaté une augmentation des nombreuses entreprises créées parce que beaucoup des entreprises créées sont des personnes auto-entrepreneurs. On voit qu'il y a eu une libéralisation du marché du travail en raison d'une déstabilisation dans le marché du travail traditionnel. Ces valeurs de pouvoir bien vivre de son travail et bien vivre en dehors du travail, les politiques de Macron n'arrivent pas vraiment à réaliser cela. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses de ça. Non, je pense que c'est une réalité et qu'en même temps, forcément, tout se change pas en 5 ans. Ce qu'il a très bien réussi et ce que je comprends un peu dans sa logique, c'est de dire on remet la France au travail. Et dans sa vision, et ce que je crois un peu, c'est que ce sont les entreprises qui donnent du travail aux gens, en général. Il est indéniable le fait qu'on ait beaucoup plus d'entreprises qui se créent en France, que les investisseurs investissent beaucoup plus en France, et qu'il y a une émulsion économique autour de la France qui est importante et qui est liée à l'activité et des mesures qu'a fait Emmanuel Macron. Après, évidemment que toute cette émulation économique, etc., dans le pays, se traduit pas forcément dans nos entourages proches et on se dit il va augmenter l'âge de la retraite, moi je vois pas mon salaire qui a spécialement augmenté. Bon bref, tout ça on comprend pas trop. Mais en même temps, pour les personnes qui eux ont trouvé du travail dans les entreprises qui se sont implantées, bon bah elles se trouvent oui effectivement j'ai trouvé du travail et l'entreprise américaine ou européenne qui s'est installée, bah, elle me donne du travail à moi et les 200 jobs qui se sont créés dans la ville, bah, ça permet de redonner de la vie dans la ville. Donc c'est un peu l'idée que veut se faire Emmanuel Macron. Les gens ont quand même pris conscience qu'il y a eu des choses de fait en termes de redistribution qui sont pas indéniables et que la question c'est dont il a conscience et qui vont devoir se traduire dans les 5 ans, c'est comment faire en sorte que les gens en ont conscience et que ce soit vraiment réel, au concret, au quotidien. Ça, c'est une grosse question et on va voir s'il va y arriver. C'est une question ouverte, mais c'est une question évidemment compliquée parce que les gens, enfin moi je le vois très bien autour de moi quand on prend l'exemple d'étudiants qui sont obligés de travailler pour leurs études et qui n'arrivent, à travers la crise sanitaire, qui pouvaient pas manger, qui étaient obligés d'aller dans des banques alimentaires pour se nourrir, c'est quelque chose c'est un symptôme et une conséquence assez grave dans notre pays et que des mesures sont évidemment, cette réalité-là doit être prise en compte. Ouais. La figure biblique du Messie, c'est cette personne envoyée par Dieu qui va venir à la rescousse du peuple et aider le peuple à résoudre ces déchirures psychologiques, sociales, économiques et qui va apporter une sorte de paix et d'harmonie. Nicolas, tu nous as aidé à comprendre que si Emmanuel Macron n'est pas le Messie, peut-être qu'il nous approche, d'après toi, un tout petit peu plus du rôle du Messie. Je trouvais ça intéressant de dire, t'as dit, je pense pas que d'ici 5 ans, on sera sorti de cette crise. Peut-être dans 5 ans, on se posera encore la question, est-ce que le pays va se taper dessus? Pour toi, la politique ne résout pas tout. Emmanuel Macron ne résoudra pas tout. Qu'est-ce qu'un citoyen, qu'est-ce que les jeunes en particulier peuvent faire d'autre que de voter? Alors déjà, voter c'est important, ouais. Parce que ça nous, au-delà de la phrase un peu bateau, mais ça permet aux gens de quand même témoigner du fait qu'ils font partie d'un tout. Et donc rien que ça, je trouve que c'est important, même si on peut se poser la question est-ce que c'est pertinent de comprendre uniquement le vote comme un tout, mais c'est un autre sujet. Que peuvent faire d'autres les citoyens, c'est de considérer qu'ils sont acteurs de la vie publique. Je réfléchis de façon très concrète parce que là c'est des grands mots dont on comprend pas, mais
Tu parlais de l'engagement associatif. Oui, l'engagement associatif. Mais les Français sont déjà énormément engagés. Je pense qu'on est un des pays européens où l'associatif prend le plus de place, et c'est très bien. Je pense qu'il faut prendre conscience que, et les gens le vivent et le font, c'est que ils sont maîtres de leur vie, maîtres de leur destin, et que s'ils veulent améliorer leur vie, ils en ont peut-être les capacités. Alors ils ont peut-être pas toutes les informations. Ils vont devoir se mobiliser, bouger, être dans l'action. Et c'est peut-être ça qui est important, c'est être dans l'action et avoir une forme d'optimisme. Je pense que le geste des Gilets jaunes, quand ils sont allés sur les ronds-points, c'était une forme d'action qui était intéressante. Et par ce moyen-là, c'était une façon d'être en vie, de bouger et de montrer qu'ils étaient là, quoi. Ouais. Et on voit très bien dans la chanson qu'ils chantaient. Hein, on est là dans le sens, on existe et on veut être visible. C'est ça. Malheureusement, je suis assez terre à terre. Je pense que la politique ne peut pas tout et que les gens doivent prendre leur destin en vie. Le but de la politique, c'est leur permettre justement d'avoir ces possibilités-là. On retrouve le mot du début, c'est de l'émancipation. C'est faire en sorte que toutes les voies qu'ils ont envie de prendre puissent être le plus facile possible et que peu importe qui on est, on a la possibilité de le faire. Donc voilà, moi je crois que si peut-être c'est un changement de paradigme dans la tête, de se dire que c'est un mot qu'on retrouve beaucoup autour des macronistes et de Macron, c'est cette question d'optimisme, de bienveillance, d'optimisme, c'est de voir la vie de façon positive, c'est de se dire on peut changer, on peut prendre nos vies en main et que voilà, c'est peut-être quelque chose dans laquelle on peut se lancer. Non, c'est pas facile, hein. Alors le salut ne viendra pas d'Emmanuel Macron, mais non, on peut y travailler. Oui, en tout cas, c'est un ensemble. Ça vient évidemment de nous, de nos familles, de notre capacité à faire des choses ensemble, en coopération, en collectivité. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que on a plein de magasins d'agriculteurs qui arrivent plus à vivre ensemble. Ils font des coopératives et ça redonne du peps. Les gens arrivent à faire des choses. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Voilà, c'est dans cette dynamique-là, je trouve, qui est positive dans la vie, qui est bien. Nicolas Maramotti, merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'était un régal. C'était Politiquois, l'émission où on parle de politique au-delà des apparences. Politiquois, c'est une émission Imago Dei. Pour plus d'infos, rendez-vous sur imagodei.fr et vos applis de podcast préférés. À la prochaine. À bientôt. Salut.